bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel atelier du MEDEF 44 à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. Il nous fait plaisir de nous recevoir aujourd'hui. Donc, je suis Nicolas Jolivet, associé en audit au sein du cabinet PwC à Nantes. Et en tant que représentant du MEDEF 44 et co-président de la commission Faciliter la transformation, j'aurai le plaisir d'introduire et d'animer ce nouvel atelier. Donc, au sein du MEDEF 44, je rappelle que la commission Faciliter la transformation a notamment pour but de sensibiliser et d'alimenter la réflexion des parents dans leurs enjeux de transformation de leur organisation, et notamment celui du développement durable. Donc, à ce titre-là, nous avons lancé un cycle d'ateliers en début d'année, un cycle mensuel dédié à ces thématiques de développement durable et à la RSE, donc sous forme de webinaire depuis le début de l'année. Puis pour cette rentrée, eh bien, nous avons le plaisir de recommencer les événements physiques, ou en tout cas physiques et distanciels, puisque je pense que maintenant ce mode de travail, ces visioconférences vont durablement rester dans le paysage de ces ateliers et de ces animations. Alors, l'atelier de ce matin aborde le thème des achats. Alors, achats responsables d'abord, car c'est un levier opérationnel de la mise en œuvre des politiques RSE dans les entreprises privées ou publiques. Cela passe par de nouvelles méthodes de sélection des biens et services, ou bien par le choix de fournisseurs qui deviennent des partenaires plus vertueux dans la chaîne de valeur, mais également difficultés des achats. Vous avez vu notre thématique d'abord sur les difficultés d'approvisionnement et les achats responsables. Donc, sauf à ce que vous ayez été coupé de toute communication sur les derniers mois, je pense que vous avez tous été confrontés, vous avez largement entendu parler des difficultés d'approvisionnement des entrepreneurs, qui se traduisent par des pénuries, une inflation sur les matières, qui sont causées par divers facteurs, mais évidemment le sujet de la relance post-Covid, le coût du fret international, ou encore la captation des ressources par certains grands pays producteurs comme la Chine. Alors, la mise en œuvre des démarches d'achat responsables, qui au départ est la thématique que nous nous adressions, est-ce qu'elle peut se heurter à cette réalité économique, donc synonyme d'urgence, de rupture de production, de dégradation de marge? Quelles sont les pistes à envisager pour gérer les difficultés d'approvisionnement dans ce contexte? Et puis finalement, les démarches d'achat responsables, est-ce qu'elles peuvent une réponse à ces difficultés? C'est ce que nous allons voir. On va évoquer en deux parties cette thématique. Donc, une première partie qui va être dédiée aux difficultés d'approvisionnement actuelles et les réponses qui peuvent être apportées par les différents acteurs. Et une deuxième partie dans laquelle nous allons revenir sur le principe des achats responsables, leur modalité de mise en œuvre et la compatibilité de ces achats responsables avec les tensions actuelles. Donc, pour nous éclairer sur cette thématique et nos interrogations, je vais présenter nos participants aujourd'hui. Je vais commencer par Valérie Fréville. Je vous laisse vous présenter. Oui, Valérie Fréville, je suis une dirigeante d'une entreprise du bâtiment, une entreprise de second œuvre qui est spécialisée dans le revêtement de sol, carrelage et sol résine à Saint-Nazaire. Et je suis également la présidente de la Fédération du bâtiment de Loire-Atlantique. Merci. Nicolas Mort qui est en ligne. Bonjour, Nicolas Mort, directeur général de la médiation des entreprises. Dominique César. Oui, bonjour à tous. Dominique César, je suis le directeur de développement des entreprises de Nantes-Saint-Nazaire. Donc, c'est l'animation des équipes qui ont vocation à soutenir les entreprises dans toute leur phase de développement. Très bien, merci. Christophe Delattre. Donc, bonjour à tous. Je suis le directeur général de Neopolia, du réseau d'entreprises. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure pour le présenter, pour expliquer vraiment tout ce qu'il y a derrière cette machine. Et enfin, Sébastien Guillet. Donc, Sébastien Guillet, directeur général des Automation du groupe EK et également vice-président de Neopolia et responsable du pilotage du cluster mobilité. Merci à tous. Alors, comme nous sommes dans un format d'atelier, je vous invite évidemment à préparer vos questions. N'hésitez pas à intervenir, c'est ce qui rendra aussi cet atelier plus sympathique. Et dans tous les cas, on aura un temps d'échange prévu à la fin. Donc, je vous invite, alors je vais inviter Nicolas Mort peut-être en premier
à nous évoquer sa vision du contexte actuel et un éclairage sur le rôle de la médiation des entreprises et sur les solutions, pistes à retenir dans ce contexte assez exceptionnel, donc de difficultés d'approvisionnement. Excusez-moi, Nicolas, juste un mot sur l'enregistrement. Ah oui, Merci. j'ai oublié de préciser, effectivement, je l'ai précisé habituellement, je l'ai oublié. Je vous rappelle que cet atelier fait l'objet d'un enregistrement en ligne. Donc, voilà, c'est pour information, bien évidemment. Et cela permet en fait la diffusion auprès des adhérents MEDEF qui n'auraient pas pu être présents ce matin. Voilà, Nicolas, je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup et merci pour cet échange sur ce sujet malheureusement d'actualité et sur lequel effectivement je vais vous proposer de revenir à travers à la fois nous ce qu'on se propose de mettre en œuvre, les outils qu'on a pu mettre en place dans le cadre de cette crise sur les approvisionnements sur le secteur du BTP. Et puis échanger avec vous par rapport effectivement aux manières de travailler avec ces difficultés qui nous concernent tous. Donc juste quelques mots d'abord sur la médiation des entreprises. C'est un dispositif public qui a une dizaine d'années d'existence maintenant et qui a pour objet d'aider les acteurs économiques à dépasser leurs difficultés, les tensions qui peuvent exister avec d'autres acteurs, que ce soit des donneurs d'ordre, des fournisseurs, des donneurs d'ordre publics, à travers des outils de médiation du territoire. Et donc, on a désormais, pour vous donner une idée, l'année dernière, on a fait à peu près 3000 médiations dans le cadre de la crise Covid, médiation individuelle, puisqu'on travaille avec tout acteur économique, quelle que soit sa taille, et avec un taux de succès de 70 à 75%. À côté de ça, et on y reviendra peut-être après, depuis le début de la médiation, on a également pour objet d'améliorer de manière proactive et en co-construction avec les acteurs économiques les pratiques économiques, et notamment sur les achats responsables. Donc, je serai heureux aussi d'intervenir en deuxième partie d'échange. Pour ce premier aspect, sur la crise des approvisionnements, on a été associé, selon le souhait du gouvernement, à cette crise assez rapidement par rapport aux outils de dialogue qu'on a pu mettre en place, notamment l'année dernière sur les délais de paiement au début de la crise, où il y a eu beaucoup de tensions. On avait mis en place un comité de crise avec les organisations socio-professionnelles qui avaient eu, nous avait-on dit, un effet, je dirais, de lissage un peu des comportements anormaux. Et donc, c'est ce pourquoi, sur la comité de crise du BTP, on a permis de créer un outil un peu équivalent. Alors, pourquoi ? Parce que, bien évidemment, c'est une crise qui est mondiale. C'est une crise, je ne vous apprends rien du tout, bien évidemment, là-dessus. C'est une crise qui touche énormément de matériaux, l'ensemble de la chaîne de valeur, avec des multiplications de prix qui sont assez importantes et très rapides, des problématiques de visibilité, qui entraînent de ce fait une nécessité à la fois de solidarité et de traitement des comportements anormaux, notamment de ceux qui sont, je dirais, en tête de filière, de ceux qui ont un impact significatif sur l'ensemble du territoire. Donc, on a mis en place depuis juin dernier ce comité de crise dédié aux problématiques d'approvisionnement et de matières premières dans le domaine du BTP, avec l'ensemble des acteurs de la filière, les industriels, les transformateurs, les maîtres d'ouvrage, les distributeurs et entreprises de travaux, afin de pouvoir partager avec toutes ces fédérations professionnelles représentant ces acteurs économiques des outils de partage, de diagnostic et de traitement des entreprises qui auraient tendance dans cette période à avoir des comportements qui sont plutôt anormaux, c'est-à-dire avoir des comportements de prédation ou de non-dialogue. Donc, ce dispositif qu'on a construit avec la Fédération française du bâtiment, la FNTP, la CAPEB, le MEDEF, la CPME, l'UDP et les fédérations du bâtiment CGI, FPI, ORCAB, je les cite, FIEC, CSF Bois, USH, A3M, FDMC et AIMCC. C'est déjà réuni à 3 reprises depuis juin dernier. Et nous avons commencé à traiter un certain nombre de cas en toute confidentialité d'entreprise où nous créons du consensus autour de ces acteurs pour partager effectivement les comportements qui nous semblent anormaux et les signaler. Se signaler auprès des chefs d'entreprise pour leur expliquer en quoi
nous interrogeons sur un certain nombre de comportements économiques. Donc, ça a commencé à avoir des effets. Bien évidemment, ce n'est que le tout début et ça ne peut être qu'une partie de la réponse aux questions qui peuvent se poser. Mais enfin, tout de même, ça a commencé à permettre de manière très opérationnelle à modifier des comportements de par l'existence, nous a-t-on dit, de ce comité de crise et de par le traitement de premiers dossiers. Donc, à côté de ça, nous continuons bien évidemment à mettre en place des outils de médiation individuelle pour les entreprises qui ne seraient pas des grandes entreprises dans le secteur. Et donc, nous continuons à travailler sur des tensions qui peuvent exister entre tout acteur économique de la filière afin de pouvoir traiter, là aussi en toute confidentialité et neutralité, des situations qui seraient dangereuses, puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment une tension sur ces sujets-là qui est assez forte et des entreprises qui sont mises en pression par rapport à cette situation. Et donc, nous sommes à leur côté, si elles le souhaitent, pour pouvoir les accompagner à dialoguer quand ça devient très, très tendu avec leurs partenaires quand il y a lieu. À côté de ça aussi, il y a également eu donc, une demande du gouvernement auprès des acteurs publics pour donc ne pas appliquer les pénalités de retard sur les chantiers qui auraient eu des difficultés liées à ces approvisionnements. Donc, une circulaire a été mise en place. Et donc, le comité de crise a également pour rôle de faire remonter aux autorités les sujets sur lesquels elles présentent des difficultés actuelles ou à venir. Donc, voilà, c'est une réponse d'urgence, de crise, qui, bien évidemment, ne peut qu'être une partie des réponses à la crise actuelle. Mais enfin, ça permet, nous semble-t-il, de traiter de manière très, très significative les situations individuelles sur cette crise, qui, encore une fois, nous affecte tous. Donc voilà, côté médiation, les outils qu'on a commencé à mettre en place pour répondre à ces enjeux. Merci Nicolas. Christophe, est-ce que vous pouvez nous livrer la vision de Neopolia et des solutions qui peuvent être apportées? Alors, pour vous partager, avant de commencer à présenter Neopolia, je le ferai très rapidement, puis 3-4 slides parlent toujours mieux que beaucoup de grands discours. D'abord, je voulais juste partager avec vous le constat, puisqu'effectivement, cette difficulté d'appro aujourd'hui, elle a 3 conséquences majeures pour les entreprises, et là, je me situe vraiment en matière en termes de production et d'entreprises qu'on qualifiera de sous-traitantes, puisque ce sont les entreprises que nous représentons au sein du réseau. D'abord sur les coûts de revient, effectivement, le dit tout à l'heure, les coûts de revient se trouvent forcément impactés par cette difficulté d'appro et le coût exorbitant de la logistique aujourd'hui. La deuxième chose, c'est la perte de visibilité sur ses propres délais de production. Et effectivement, aujourd'hui, la tenue des engagements vis-à-vis des clients devient complexe. Et Nicolas en parlait juste avant. Après, c'est la relation avec le client qui doit être envisagée pour éviter les pénalités de retard, qui sont dues à un phénomène global et pas un dysfonctionnement propre à l'entreprise. Et puis la troisième conséquence, ce sont aussi parfois nos propres clients qui sont en charge de l'approvisionnement de leurs pièces, sur lesquelles nous intervenons en tant que prestataires et qui effectivement parfois sont retardés. Et j'ai un exemple très précis en tête, d'un marché qu'on doit démarrer le mois de décembre. Aujourd'hui, on est à peine un quart de l'approvisionnement des pièces qui est assuré. Ce qui veut dire que ce marché-là, il a démarré en avril, mai, juin. À côté de ça, ça veut dire qu'on a les équipes qui sont en place, on a les équipes qui sont les outils de production qui sont mobilisés, mais qui ne pourront pas démarrer à 3, 4, 5, 6 mois de décalage. Ça, c'est vraiment les 3 grosses conséquences qu'on peut ressortir, et forcément, le constat, on est obligé de le partager par rapport à ça. Pour revenir sur les solutions et parler peut-être de Neopolia assez rapidement. Donc, Neopolia, si vous voulez bien passer, merci. Donc, Neopolia, c'est un réseau d'entreprises. Alors, je vous disais tout à l'heure, principalement des TPE, des PME, des ETI. Dans le réseau Neopolia, on a de clients. Donc, on va travailler avec des clients, on va travailler avec, pas quelques-uns tout à l'heure, mais on a quelques-uns ici, 3i Europe, General Electric, Alstom. On pourrait citer EDF, on pourrait citer Lux Armateur, peut-être encore. Ce sont des clients, ils ne sont pas dans le réseau.
Neopolia, sa vocation d'origine, c'est de travailler à la diversification des entreprises. C'est favoriser la diversification de ces petites, moyennes entreprises et petites ETI. Alors, la favoriser sur 3 points. Hein. Le premier, c'est aller chercher des clients, de nouveaux clients, qui ne sont pas adressables directement par ces entreprises. Aller chercher des nouvelles zones géographiques, puisqu'aujourd'hui, dans les entreprises du réseau, on a certaines entreprises qui ont des zones de chalandise qui sont à 10 km autour de l'entreprise, qui n'ont pas plus loin. Ça leur permet d'aller chercher des marchés plus éloignés. Et la troisième chose, c'est des nouveaux marchés. Quand on parle de nouveaux marchés, soit aller sur des produits qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'adresser, et le meilleur exemple, c'est celui que vous avez en bas à droite de l'écran, c'est le carré de consommation du TGV Océane. Sur ce carré de consommation, c'est 7 entreprises qui sont intervenues. Donc ça, c'est le TGV Océane, c'est le Paris-Bordeaux, pour ceux qui le prennent de temps en temps. Sur la réalisation de ce marché-là, c'est 7 entreprises, dont 4 qui, avant qu'on aille les chercher pour réaliser ces marchés-là, ne connaissaient pas le ferroviaire, n'avaient pas les accréditations du ferroviaire. Et aujourd'hui, ce marché-là fait partie de leur... le ferroviaire fait partie de leur marché structurel. C'est une part de leur marché structurel. Si j'ai un gros exemple en tête par rapport à ce marché-là, et je ne citerai pas les noms, mais on a une entreprise qui était spécialisée dans l'aéronautique à 100% de son activité. Un marché comme ça lui a peut-être permis de se sauver du Covid, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, le marché du ferroviaire, c'est 20% de son marché structurel, de son activité structurelle. Et si on n'avait pas eu ce marché-là, aujourd'hui, peut-être pas sur le ferroviaire, ça serait peut-être encore à 100% sur l'aéronautique, avec les déboires qu'on a pu connaître, et les entreprises, ça peut être tout simplement plus existantes aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la vocation de Neopolia, c'est le travail de Neopolia. Et quand on parle de nouveaux marchés, donc ce sont des marchés comme ça qui existent, mais sur lesquels les entreprises ne se sont pas encore positionnées aujourd'hui. Ou alors de nouveaux marchés, ce qu'on appelle de nouvelles filières industrielles. Et dans ces filières, on peut parler de l'hydrogène, puisque l'hydrogène, c'est un grand sujet d'actualité depuis 1 an. Neopolia, donc, il travaille depuis 3 ans aujourd'hui. Le marché du vélique, la propulsion vélique, vous avez certainement tous entendu parler, et puis d'autres marchés comme le démantèlement nucléaire, etc. Donc, c'est toutes ces nouvelles filières qui sont en développement, qui sont un apport d'activité de diversification pour les entreprises. Donc, comme vous pouvez le constater, puis après on passera au slide juste après, Neopolia, c'est d'abord la réalisation d'objets. Le port Princesse que vous avez en bas et que pour les Nantais nazériens, vous voyez souvent sur la Loire, ce Loire Princesse, c'est un bateau qui a été intégralement réalisé par Neopolia. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la mise en réseau, on fait aussi de la fabrication, de la livraison d'objets. Si on passe au slide suivant, donc Neopolia, aujourd'hui, on est organisé en cluster, business cluster, c'est le nom qu'on a donné, il a pris une autre connotation depuis, mais c'était le nom d'origine. Donc c'est un réseau qui existe depuis 20 ans et c'est structuré autour de 5 grandes activités. Pour faire très simple, les 3 transports, air, terre, mer, les énergies au sens large du terme, et parce que situation géographique un petit peu privilégiée par rapport à l'émergence du marché de l'éolien en mer, un cluster spécialisé sur les énergies marines. Le réseau aujourd'hui, donc 20 ans après sa création par une douzaine de chefs d'entreprise, aujourd'hui c'est 240 entreprises, c'est 130 compétences, et puis on représente, l'ensemble des entreprises représente environ 32 000 emplois. Ce qui nous permet effectivement, et là si on commence à aborder, avant de passer au dernier slide, si on commence à aborder les solutions qu'on évoquait là, une des premières solutions, c'est de peser de pouvoir rentrer en négociation, de pouvoir rentrer en relation avec ces grands donneurs d'ordre pour le compte de l'entreprise et de manière globale. C'est vrai que là, en pesant avec 32 000 emplois, si on fait le chiffre d'affaires cumulé, ça n'a pas forcément de sens en tant que tel, mais c'est toujours bien de le signaler, c'est à peu près 3,5 milliards de chiffre d'affaires si on cumule les chiffres d'affaires de toutes les entreprises. Donc ça veut dire que quelque part, c'est un groupe qui est presque aussi gros le réseau est presque aussi gros qu'un groupe de EDF. Donc ça veut dire que ça nous permet effectivement d'aller parler avec une voix qui porte un petit peu plus et qui se fait la représentation des chefs d'entreprise qui sont, la taille moyenne de l'entreprise Neopolia, c'est 40 salariés. Donc c'est une petite entreprise. Et ça nous permet effectivement d'aller porter cette voix-là. Alors les actions concrètes qu'on a pu mener, ce sont dans le cadre du Covid, notamment l'accompagnement des entreprises. Quand elles avaient un client qui dénonçait son contrat, tout simplement, qui annulait le contrat. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux réagir? Est-ce que juridiquement j'ai le droit de réagir, pas de réagir? Rentrer en relation avec le donneur d'ordre, essayer, et ça autant avec les grands donneurs d'ordre qu'avec les pouvoirs publics, et là, nos partenaires comme la CCI, on en parlera juste après, peuvent nous aider aussi sur ces sujets-là,
parce qu'à un moment donné, il faut qu'on pèse sur les pouvoirs publics, notamment, on l'a vu dans le cadre du marché, des marchés éoliens. Aujourd'hui, sur le marché de l'éolien, on n'a aucune clause réelle de local content sur ces marchés-là. On a un marché qui est aux portes de Saint-Nazaire. L'obligation de contractualiser avec des entreprises locales, elle est zéro, tout simplement. Quand on va, et je pense que Sébastien en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand on va sur des marchés, aujourd'hui on a un certain nombre d'adhérents, on l'a vu dans le cadre notamment du plan de crise aéronautique, là on s'est fait aussi la parole de ces petites entreprises, on a essayé de fédérer, regrouper l'ensemble des réactions, des situations qu'on pouvait retrouver dans le réseau pour essayer de les synthétiser puis d'en faire une seule voix. On a vu qu'on a des entreprises qui se sont venues dénoncer les marchés, et chez nos voisins européens, on ne parle pas au bout du monde, l'Australie est un super bon exemple, mais on a les mêmes exemples au Danemark, on a les mêmes exemples en Allemagne qui sont juste à côté de chez nous, où des entreprises se sont venues dénoncer leur contrat pour la bonne et simple raison, parce qu'on veut passer avec le local, parce que c'est comme ça. Situation de crise et on passe en local. Et la concurrence européenne, ça c'est autre chose. Et on a des clauses aujourd'hui, si vous prenez le marché australien, vous avez des clauses 50% emploi local, 50% entreprise locale. Non. Ça en France, on ne connaît pas. Donc ça, effectivement, ça fait partie des activités et de que doivent donner ce type de réseau-là, pas tout seul. Et effectivement, on en a parlé au début d'année avec la CCI. Là, on a besoin aussi de relais qui nous accompagnent sur ces sujets-là pour appuyer encore un peu plus le discours. Si j'en viens à une deuxième partie de solution, et si j'en viens à la slide juste après, pour apporter d'autres solutions, effectivement, et pouvoir fédérer ces petites entreprises qui parfois ne sont pas tout simplement pas capables de les porter des contrats, Neopolia a développé depuis 2 ans maintenant un outil. Donc aujourd'hui, on a 2 modes de contractualisation quand on veut aller chercher un contrat chez un client. Le premier mode, c'est celui qui est le plus traditionnel, c'est-à-dire que c'est une des entreprises du réseau qui va porter le contrat pour toutes les autres. Là encore, Sébastien pourra en apporter quelques exemples. Le deuxième outil créé depuis 2 ans, et vous voyez donc quelques références sur le matière, puisqu'on a un contrat cadre, notamment avec Thales, qui a 2 ans d'existence maintenant. C'est une société, une SAS, dans laquelle on retrouve, sur l'actionnariat de la société mère, on va retrouver les 4 que vous avez ici mentionnés, c'est-à-dire le CIC, Arkea, le Crédit Agricole, le Crédit Maritime, Banque Populaire, les Chantiers de l'Atlantique, qui sont un gros partenaire historique depuis l'origine de Neopolia, et puis tout dernièrement la CCI de Saint-Nazaire qui a rejoint le capital. Cette entreprise, donc Neopolia SAS, a pour vocation vraiment de porter le contrat. Quand on dit porter, c'est juridiquement, financièrement, porter la conduite de projet pour le compte des entreprises qui sont sous-traitantes. Un projet comme le Neoline que vous avez en photo en bas d'écran, c'est un projet qui va faire intervenir déjà en premier rang 23 entreprises locales. Et puis, si on ajoute les entreprises de son rang, ce sera peut-être une trentaine ou 20 entreprises locales. Donc voilà, ça c'est la vocation du réseau, et c'est comme ça qu'effectivement on va pousser. On parlait du partage de bonnes pratiques, on parlait du comportement de nos propres clients sur le local content. Voilà comment on peut les pousser pour effectivement répondre à ces difficultés d'appro et répondre à ces difficultés textuelles, conjoncturelles. Voilà. Merci Christophe. Alors peut-être l'illustration maintenant de point de vue de dirigeant. Valérie, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de la situation et comment vous, à votre échelle, et peut-être aussi au travers de la vision que vous avez dans votre rôle auprès de la Fédération française du bâtiment, ça peut être un éclairage intéressant. Quelle est votre vision des choses et comment on peut arriver à trouver des solutions pour surmonter la situation actuelle? Oui, alors je vais déjà commencer par parler de la situation actuelle. Effectivement, mon entreprise, comme les autres, et la mienne est plutôt moins exposée que d'autres entreprises du bâtiment, subissent des perturbations qui sont considérables liées à la pénurie et à la hausse de nos matières. Donc ça a concerné dès la fin de l'année 2020 les entreprises qui sont des grosses consommatrices de métaux et de bois, donc les charpentiers typiquement, les menuisiers, les métalliers, les entreprises de charpente métallique, etc. Donc ça s'est fait sentir dès la fin du mois de novembre 2020. Là, on a eu les premières alertes, les adhérents qui nous signalaient
une tendance qui les inquiétait, qui les préoccupait beaucoup, avec les industriels qui ne savaient plus s'engager sur des délais et sur une évolution des tarifs. Et puis, évidemment, comme tout le monde, on a essayé de savoir quelles seraient les évolutions de la situation. Et puis, aujourd'hui encore, un an après, on n'est pas capable de la percevoir. On est toujours sur un marché haussier. On est toujours sur un marché très incertain. Par exemple, aujourd'hui, nos collègues qui achètent du bois commandent un volume, commandent de la matière, des produits transformés. Ils n'ont aucune certitude sur le prix auquel le produit leur sera facturé, sur la date à laquelle ils vont recevoir le produit. Donc, évidemment, ça nous place dans une grande incertitude. On a des entreprises adhérentes là-dessus. 44 qui, à partir du mois de mai, ont commencé à remettre du monde au chômage partiel, non pas par un manque de carnet de commande. Les carnets de commande sont pleins, sont vraiment pleins. Il y a longtemps qu'on a le carnet de commande aussi élevé et paradoxalement, effectivement, certains d'entre nous sont obligés de recourir au chômage partiel puisque, manquant de matière, on ne peut pas faire travailler certaines de nos équipes. Alors ça concerne dans un premier temps les gens qui font de la production et puis la pose ensuite sur les chantiers. Et puis naturellement, ça a des impacts sur toute la chaîne de la construction, puisque un charpentier qui à l'instant T, il aurait dû intervenir n'est pas en mesure de le faire, arrête un chantier, bloque un chantier, toutes les entreprises qui auraient dû intervenir à sa suite sont à l'arrêt. Donc ça désorganise complètement, comme on l'a connu les dernières avant le Covid, avec un arrêt brutal des chantiers et une horizon très poussif, très très compliqué des chantiers. On se retrouve dans des perturbations qui conduisent à un allongement, à un décalage très significatif de l'exécution des chantiers et qui ont des conséquences vraiment considérables. Alors, au quotidien, évidemment, on est obligé de remanier des plannings sans arrêt. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de visibilité sur ce qu'on va faire en 2-3 mois. Alors, on a des plannings. On sait que théoriquement, on est en pleine charge, et puis finalement, plein d'opérations se décalent et sont perturbées ou sont ralenties. Donc ça, c'est notre quotidien de chef d'entreprise. Ça touche maintenant effectivement toute la filière. Et ça a des conséquences naturellement sur les marges opérationnelles des entreprises. Toutes les marges opérationnelles des entreprises de l'industrie se sont effondrées à partir du mois de mars 2020. Et j'ai des chiffres, voilà, la Fédération du bâtiment, l'industrie manufacturière a recouvré ses marges d'avant-crise là, printemps sur le premier semestre 2021, alors que le bâtiment est encore très très en retard. C'est qu'on a connu un effondrement qui a été plus important que sur le reste de l'industrie manufacturière et un retour à la normale qui est beaucoup plus lent. Et aujourd'hui, on est à entre 5 et 10 points de marge suivant les secteurs d'activité de nos entreprises, en dessous de ce qu'était le niveau de marge opérationnelle avant la crise Covid. Donc c'est absolument dramatique. Autre conséquence pour ces perturbations, ces allongements de la durée des chantiers. Certains de nos adhérents travaillent avec des groupements d'ordre public, donc la plupart du temps, comme disait souvent, il y a un dialogue qui est facilité par les ordonnances qui ont été prises et une bienveillance dans les conditions dans lesquelles les marchés se réalisent, avec effectivement des consignes données par l'État de ne pas appliquer les pénalités de retard. Bon, ça c'est la règle, la pratique n'est pas toujours si belle, mais globalement, les conditions sont quand même plus faciles en marché public. Le gros avantage aussi pour les entreprises qui travaillent majoritairement au marché public, c'est que la plupart du temps, elles bénéficient de prix qui sont révisables, c'est-à-dire de prix qui sont indexés sur des index INSEE, qui permettent de répercuter au moins en partie les évolutions des prix d'achat climatique. Donc ça, ce sont des marchés qui sont un peu plus protégés. En revanche, pour toutes nos entreprises qui travaillent avec des donneurs d'ordre privés, typiquement des producteurs, des industriels, etc., là, les prix sont fixés au moment où on signe le marché, et vous savez qu'on est sur des cycles très longs. Une entreprise qui signe un marché de construction, donc un bâtiment industriel, un bâtiment que l'on trouve avec un privé, va peut-être commencer la réalisation que dans 18 mois, si elle est sur un plan d'état de finition. Donc, évidemment, en 18 mois, les évolutions du non régulier ont pu être au plus de cette note, c'est-à-dire haussière, et naturellement, le prix étant fixe, ferme, et bien la différence, c'est la perte de marge pour les entreprises.
Et cette perte de marge, elle est d'autant plus pesante dans le compte que le délai s'accroît. Toujours dans ce marché aussi. Si le chantier se décale de 6 mois, l'incidence ne sera pas là que s'il se décale de 12 mois. Donc, on est dans des situations où certaines de nos entreprises font appel effectivement aux médiateurs des entreprises pour essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages et faire en sorte qu'un dialogue s'installe avec une partie prenante externe objective pour faciliter les choses. Ce n'est pas le quotidien, ce n'est pas le cas. C'est pas la pratique avec les entreprises du bâtiment. La plupart du temps, chaque chef d'entreprise fait un peu comme il peut en fonction de la relation commerciale qu'il a nouée avec son donneur d'ordre et puis essaie tant bien que mal d'obtenir quelques points de plus ou pas. Et parfois, l'entreprise est amenée à envisager de dénoncer le marché qu'elle a signé parce que c'est devenu intenable pour elle de l'exécuter dans les conditions qui sont celles qui avaient été évidemment, qui sont celles qui avaient été définies initialement. Voilà, donc on est dans des situations qui sont alarmantes, qui touchent toutes les entreprises. On est la TPE, il y a 10 ans qui travaille avec 2 compagnons, à la très grosse boîte ETI qui fait de la fabrication et de la pose. On est vraiment tous très perturbés et on a du mal à appréhender le retour à la normale, à l'échéance. C'est celle du retour à la normale. Voilà ce que je peux vous dire sur la situation de nos entreprises, sur le quotidien de ce que nous vivons. Alors, Sébastien, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue également? Quelque part, cette problématique de matière, en fait, elle a toujours plus ou moins existé. Ce n'est pas nouveau, quelque part. Là, la crise n'a fait qu'accentuer les choses, mais elle n'est pas nouvelle. Elle est d'autant pas nouvelle qu'elle s'est vue amplifiée par les problématiques de transport, puisque, bien évidemment, comme la France se désindustrialise, on va acheter de plus en plus loin de matières premières. Là où, d'ailleurs, la problématique n'est pas égale dans les différents pays de l'Europe. Les Allemands, pour ça, ont su conserver l'industrie, conserver la production d'éléments de base, et eux, ils sont plus armés face à ça. Les Italiens également. D'ailleurs, quand vous voulez acheter aujourd'hui des produits industriels, vous les achetez souvent en Allemagne ou en Italie. Donc, quelque part, ce n'est pas nouveau, et c'est surtout porté par une industrie très, très faible, très éparpillée française, qui aujourd'hui ne permettent pas d'avoir un poids. Là, les Allemands, industriellement parlant, dans le monde, ont un poids. Nous n'avons pas de force de négociation et de pouvoir peser dans la balance des choses. Donc, je pense que c'est avant toute chose un problème structurel de l'industrie française. On est éparpillé, on n'est pas fort, pas solide. Là où d'autres pays, eux, le sont beaucoup plus et usent de cette position dominante, de cette position forte vis-à-vis de la Chine, de certain nombre d'autres pays. Après, c'est aussi porté par des méthodes d'achat françaises extrêmement agressives. C'est-à-dire que les acheteurs français, d'ailleurs, je reprends les paroles de l'ancien président de BDF, Parizeau, qui disait en France, on a les services achats les pires au monde. C'est que, en fait, nos donneurs d'ordre ne raisonnent pas en coût complet, raisonnent toujours en coût d'acquisition. C'est toujours la même erreur, c'est-à-dire qu'on va chercher du prix, mais on ne consolide pas les conséquences de ce prix. Donc, effectivement, quand on a une industrie lourde avec du lobbying comme en Allemagne, eh bien, les donneurs d'ordre allemands on travaille de façon très, très, très soudée avec leur supply chain. En France, on n'a pas ça. Et donc, effectivement, on le retrouve bien dans cette guerre des prix, où c'est très paradoxal, c'est qu'on a aussi une création de forte identité en France. Donc, on ne sait pas l'exprimer parce qu'on ne se bat pas sur le même terrain. Donc, ça, c'est une problématique qu'on rencontre de façon récurrente, quel que soit le cœur de métier, principalement sur les mécaniques. Et bien évidemment, comme on se bat sur ce prix, on va chercher toujours la solution du bas coût, entre guillemets, on va chercher l'extrême cause. Donc, on renforce de toute façon la nécessité d'aller acheter loin et d'accroître cette problématique du transport. Moi, j'ai quelques projets dans le domaine du spatial, par exemple, où le facteur danger sur la matière première, c'est le transport. Parce que bien des composants viennent de Chine, et par exemple, le bateau qui s'est coincé dans le canal de Suez, ça a mis potentiellement le programme Ariane 6 en danger de quelques composants coincés en bateau. Donc, effectivement, cette problématique de toujours aller chercher plus loin pour des raisons économiques uniquement, bien souvent, nous amène à nous exposer à des problématiques sévères et à déstructurer notre industrie qui est directement très bonne. Et bien évidemment, ça laisse le champ libre aux Allemands et aux Italiens qui, eux, sont forts industriellement. Tout à l'heure, on parlait des problématiques des marchés publics et du local content.
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en France. Nous, on a quand même des marchés très européens, les Anglais savent très bien faire. Là, j'ai perdu le marché en nucléaire sur les Claypoint, on nous a clairement dit, hein, vous étiez le mieux placé, mais politique locale, local content. Donc, on achètera 20% plus cher, mais ce n'est pas grave, c'est la règle. C'est pas l'Union européenne, c'est la règle. En Allemagne, c'est pareil. En Allemagne, les Allemands vous disent, si vous venez pas avec un produit qu'ils n'ont pas en Allemagne, vous l'achèterez. Si vous venez avec un produit qu'ils ont déjà dans la sous-traitance monde, pas des raisons de nationalisme, ils le feront. Les Italiens, c'est exactement. Donc en fait, aujourd'hui, on est assez faible avec ça. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que dans certains marchés, on parlait tout à l'heure du spatial, Ariane Group, par exemple, qui a le projet Ariane 6, il a des obligations de redistribution de business par rapport aux pays investisseurs. Donc, typiquement, des Français comme des Italiens, enfin, tous les pays contributeurs ont vu leur industrie avec une redescente d'activité. Dans le domaine du militaire, qu'on utilise beaucoup aussi, il y a ce qu'on appelle les offsets, c'est-à-dire le contre-marché, compensation d'une activité sous-traitée dans le pays. Donc, il y a des secteurs d'activité qui savent très bien employer cette méthode, elles sont diverses, hein, marché d'offset, contrat local content. Ce qu'on sait très peu faire en France, si on prend les EMR, c'est un très bon exemple, hein, on le vit assez régulièrement, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire et on fait ce qu'on a fait aussi, malheureusement, sur le thème du prix, sans considérer le coût complet de ce que ça apporte. Ce qui, in fine, quand on ne veut pas travailler un salarié français, on crée du chômage et on crée un coût indirect. Ça s'appelle les frais généraux de l'entreprise. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. La crise n'a fait que l'accélérer, sauf qu'elle nous pose une problématique plus conséquente qu'avant, c'est que les marges de manœuvre qu'on avait déjà pas beaucoup, ça quasi peu, et que ça permet à certains industriels extra low cost, hein, je prends par exemple l'exemple du ferroviaire, on parlait tout à l'heure du train, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, vous avez l'intériorisme d'un train chez Alstom, il est sous-traité à 70% par les entreprises chinoises. Pour la question du prix, mais sans raisonnement du coût complet. Donc en fait, aujourd'hui, avant d'être une problématique matière, c'est une problématique de façon de faire les choses en France. Et ça, malheureusement, enfin, pour s'être constaté, hein, je prends le dernier exemple qui est un crève-cœur, hein, Airbus, pourtant subventionné pendant cette crise majeure, a grand son tambour lancé la ligne d'assemblage de la tour 21 XLR à Toulouse, bastion aéronautique, et la ligne d'assemblage a été sous-traitée en américain. Alors que nous avons des sociétés françaises qui le font depuis bien des années. Je veux dire, on dépasse tout l'entendement, et c'est une société privée hein, qui vient de percevoir des millions d'euros d'argent public. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème, entre guillemets, de donnant-donnant. L'État français et les entreprises, il y a une contrepartie. On ne peut pas distribuer de l'argent sans qu'il y ait une contrepartie. Si on ne distribue pas cet argent aux entreprises françaises, elles s'affaiblissent. Si elles s'affaiblissent, ça ne pèse pas sur le schéma mondial. Et si ça ne pèse pas sur le schéma mondial, quelque part, c'est quelque chose, c'est une spirale qu'on ne gère plus. Et de toute façon, la fin de cette histoire, ça sera au détriment de l'industrie française. De toute façon. Donc il y a une vraie problématique aujourd'hui de redonner à l'industrie française ce qu'elle c'est l'être. On fait quand même de belles choses. Alors, certes, je recherche tous maintenant à chercher la forte valeur ajoutée. Maintenant, toutes les entreprises n'ont pas la capacité de faire de la R&D, de faire des produits très innovants. Il faut produire des éléments de base, des éléments simples, et on n'a pas que des ingénieurs. Donc, à un moment, il faut trouver de la valeur ajoutée pour tout le monde. Mais aujourd'hui, toutes nos entreprises, tous nos outils un peu dimensionnantes, elles font toutes les mêmes choix. Elles vont chercher la valeur ajoutée. Vous prenez les rachats en ce moment dans une société qui est bien connue, qui est Mecachrome. Mecachrome a licencié 700 personnes, a fermé 2 sites industriels en France et a racheté une société spécialisée dans le traitement de surface à très forte valeur ajoutée pour aller se positionner sur des marchés à très forte valeur ajoutée parce qu'elle ne peut plus se battre sur des marchés de pièces standards qui pourtant irriguent un grand territoire français en termes de sociétés d'usinage. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la survie des entreprises, c'est chercher la valeur ajoutée. Sauf que on prend la pyramide industrielle, les valeurs sociétés qui ont la valeur ajoutée, c'est 20-30%. Tout le reste, ce sont des sociétés qui vont produire du bien transformable à complexité, qui sont abordables par des pays extrêmement cost. Donc, on est vraiment dans. La problématique matière, on l'aura toujours. Je pense qu'elle s'accentuera et le transport ne fera qu'accentuer cette problématique-là parce que le système s'emploie et cherche toujours plus loin, toujours plus compliqué, parce que la raison du prix. Et que si on ne revoit pas ce modèle d'acquisition, ce qu'on appelle du coût complet, hein, d'ailleurs, le monde militaire, c'est très bien fait, paradoxalement, par ses conservateurs. Eh bien, malheureusement, je ne veux pas qu'il y ait une mauvaise augure, mais je ne vois pas comment on va, même si entre guillemets, on fait des centrales d'achat un peu plus grosses pour acheter de la matière en quantité, ça ne résoudra pas cette problématique-là, parce que
course à être toujours le moins cher et non pas au mieux disant dans le global de l'acquisition, eh bien, ça ne nous profitera pas, on n'est pas structuré pour ça. De toute façon, nos entreprises ne sont pas faites pour faire du prix. Elles sont faites pour produire de la qualité, elles sont faites pour respecter des règles qui leur sont dictées, mais elles ne sont pas faites pour faire. On ne sait pas faire du prix, on ne sait pas se battre contre un chinois. Les gens qui sont dans le ferroviaire, c'est des écarts de prix, chaque fois, à 50%. À 50%, on fait fatalement pas la même chose, ou du moins pas dans les mêmes conditions. Voilà. Alors, c'est quand même paradoxal. Enfin, si tous les états de papier qu'on s'engage que dans la mécanique qui a été fabriquée, il n'y a pas de chrome, machin chose, et pas tout ça, on est contrôlé pour ça. Vous avez demandé à un fabricant chinois, il dit oui, ici en bas, mais personne ne peut contrôler. On sait tous personne ne sait pas. Donc, on a une vraie problématique de relation avec les règles et avec, à un moment ou à un autre, une certaine. Oui, envie de redevenir l'industrie, ils ont existé. C'est important. Et je pense qu'il toujours phosphorer sur comment on peut acheter, comment on gère cette crise sera passagère. Les Chinois vont avoir un autre niveau. Entre-temps, on aura détruit l'industrie, donc ça va profiter un peu plus seul. De toute façon, plus on aura des crises successives, plus l'industrie française va s'inviter, et plus ça sera au profit. Donc de toute façon, eux, ils sont toujours du couvrement de matière. Donc il y a un moment, c'est comment on inverse cette tendance. Voilà, moi, ce que je fais du terrain, c'est un peu dur, c'est vraiment la réalité. Alors, dur, mais en même temps, vous avez évoqué un certain nombre de sujets qui sont une parfaite transition pour la suite, puisque j'ai entendu coût complet, j'ai entendu enjeu de localisation des achats, proximité des achats, enjeu de impact global de la chaîne de valeur des fournisseurs. Donc, c'est la parfaite transition pour la suite, hein, puisque la deuxième partie de notre échange porte sur cet enjeu des achats responsables. Alors, on va revenir sur cette notion, qu'est-ce qu'on met derrière, mais globalement, vous pointez du doigt cet enjeu qui est de dire, certes, il y a une crise actuelle qui conduit à essayer de traiter des sujets d'urgence, mais il y a un sujet de fond que vous venez d'évoquer, qui est comment on fait évoluer nos pratiques d'achat, comment on fait évoluer les fonctions achats qui ont peut-être trop tendance, effectivement, à se focaliser sur le prix. Et finalement, une évolution globale de ces pratiques peut conduire demain, on va peut-être le voir pour certains d'entreprise qui avaient pu le mettre en place, conduire à une peut-être plus grande résistance au contexte actuel et aux futures crises qu'on peut attendre. Dominique, est-ce que vous pouvez nous donner la vision que vous avez de ce sujet des achats responsables et le rôle qu'a la CCI aussi dans ce cadre-là? Oui, merci Nicolas. Alors, face au sujet ainsi posé, la CCI se sent interpellée à 3 échelles. La première, en tant qu'institution qui, pour l'exercice de ses fonctions, de ses missions, se doit d'acheter des produits, des services, réaliser des travaux. La deuxième, c'est une CCI qui écoute, qui analyse, qui observe et qui représente son environnement économique, l'environnement économique de l'Atlantique, près de 70 000 entreprises, dont majoritairement des très petites entreprises, et puis qui, avec ses élus, incarne, constitue, s'apparente à une forme de parlement des entreprises. Et enfin, la troisième, qui est peut-être cette instance facilement identifiée, c'est la mission de soutien des entreprises, soutien notamment des entreprises qui ont des projets, puis cette mission qui est la nôtre d'assurer le relais des politiques publiques de l'État, de la région et dans une certaine mesure aussi de l'Europe. Alors, si je reviens sur la CCI qui achète, qui est une entité qui achète des prestations, des marchés, au travers bien sûr d'une procédure de marché public, quand on observe ce qui s'est passé en 2020, qui correspond quand même à une moyenne basse des années précédentes, mais en tout cas en 2020, la CCI dans le a acheté pour un peu plus de 6 millions d'euros hors taxe de prestations. En volume, ça représente près de 90% d'achats sur la Loire-Atlantique. Quand on regarde de façon plus large ce qui se passe sur les pays de la Loire, l'ensemble des CCI des pays de la Loire, c'est un peu plus de 15 millions d'achats sur l'année 2020. Alors, en 2019, sur l'impulsion des élus, nous sommes intéressés à introduire une clause de RSE dans nos achats.
Pour ce faire, on a travaillé avec la métropole et les communes de la métropole et on s'est inspiré de ce qui se faisait avec la NETSE. Donc, on a un certain nombre de règles qui reposent sur 4 critères d'entreprise, qui sont le social, l'environnement, l'économie territoriale et la gouvernance de l'entreprise. Donc, avec une spécificité publique que certains d'entre vous connaissent bien, c'est que cette évaluation, elle doit être mise dans une perspective de l'objet du marché. On évalue tout ce qui concourt à la réalisation du marché, donc ce n'est pas dissocié du marché. On s'est livré à l'exercice, on a en moyenne une pondération qui est de 5 à 10% de notre volet RSE sur le marché. On s'est livré à un exercice sur 2020 et on a observé ce qui se serait passé si, au lieu de mettre 10%, nous avions mis 25%. Et en réalité, sur les 15 marchés que nous avons passés en 2020, un seul aurait vu son flux changer. Alors, c'est un constat qui est largement partagé. Les entreprises qui sont engagées dans des démarches RSE font partie des performantes. D'ailleurs, parce qu'elles sont performantes, parce qu'elles sont efficientes, qu'elles s'engagent dans cette démarche. Et en tout cas, on le voit, la RSE a permis d'avoir un proche du marché. On a montré qu'on pouvait très bien appliquer à des marchés publics, et puis au final, que ne s'appliquait pas fondamentalement en autant l'attribution de marché. Si cette fois-ci, on regarde, on observe le deuxième niveau, et donc c'est la CCI qui représente son environnement public, vous l'avez largement développé. Nous sommes en effet régulièrement interpellés sur le sujet des cours de matières premières, et puis, comme l'intitulé de l'atelier appelle, plus largement d'ailleurs sur les difficultés d'approvisionnement des entreprises. Alors, les matériaux, on le constate comme vous, la cote des principales matières premières a dernièrement atteint son plus haut niveau depuis 10 ans, mais ça a été dit, c'est-à-dire que il y en a déjà eu d'autres, il y en a probablement d'autres dans l'histoire. On mesure combien ça pèse et on entend combien ça pèse sur la rentabilité des entreprises, sur les relations fournisseurs, donc c'est un constat de véritable. Il apparaît cependant qu'il s'agit là plus d'une tension sur l'offre, une demande structurellement, durablement galopante. Et vous l'avez évoqué, mais on considère qu'il y a 3 paramètres qui sont venus contribuer ou accélérer ces tensions. Tout d'abord, c'est l'opportunité industrielle, notamment des Asiatiques, et c'est encore plus vrai sur le sujet du bois, qui se sont rués sur les marchés au printemps 2020, à un moment où les cours étaient faibles, avec l'idée de constituer des stocks, de constituer des surstocks de matières premières. En face, bien évidemment, dans la situation de crise sanitaire, les sites de production sensibles n'étaient pas en capacité de répondre à une telle demande, et d'ailleurs, beaucoup, ils ne le sont toujours pas en capacité. Et puis enfin, sur le troisième niveau, il y a une dose de spéculation, beaucoup d'investisseurs, misant sur une reprise mondiale rapide et intense, et bien là aussi, on jouait sur les cours. Si on partage ces éléments-là, nous pensons que malgré tout, en 2022, on pourrait arriver sur un rééquilibrage de l'offre et des choses qui se lisent. Je le redis, le sujet du bois est un sujet encore compliqué, avec un impact de l'Asie qui pousser les choses dans une situation assez extrême. Si vous voulez bien, donc sur le troisième champ, cette fois-ci, donc la mission d'appui aux entreprises de la CCI, et toujours face à ce sujet des difficultés d'approvisionnement, nous pensons qu'une partie des réponses réside dans, vous l'avez évoqué pour beaucoup d'entre vous, plus de production et plus d'achats locaux. C'est une sensibilisation qui vient de développer. Nous pensons aussi qu'il faut que nous œuvrions tous ensemble à faire émerger des procédés de fabrication qui requièrent moins d'énergie et moins de matières premières. Nous pensons aussi que ça passe, et l'illustration par l'utilisation d'entreprises renforcées, et puis par des actions sur l'utilisation des inéluctables déchets. Alors, nos actions pour la CCI s'articulent autour de ces différents sujets. Premièrement, le consommer ou le produire local, donc des actions dans le domaine de l'agroalimentaire, plus spécifiquement quand même dans le domaine de l'agroalimentaire sur ce sujet. Sur le thème de l'économie circulaire, nous avons 2 actions particulières, une qui repose sur un club environnemental circulaire qui réunit une trentaine de membres, et l'intérieur de ce club qui réunit des PME et des grandes entreprises. Nous travaillons à des échanges, à des mises en avant de bonnes pratiques, à des actions de mutualité.
sécurité, à des réunions techniques, à des expertises, à des audits croisés, enfin tout ce qui prend le coup à ce que les meilleures pratiques se diffusent dans l'ensemble des entreprises et qu'à un moment ou à un autre, ça a un effet positif sur l'ensemble de la chaîne. Et puis, nous disposons d'une prestation spécifique d'un produit propre qui s'appelle Actif. C'est un produit propre que l'on déploie au sein du réseau des CCI à l'échelle nationale. Et cet outil nous permet, dans l'entreprise, de façon individuelle, d'identifier des flux. Donc, les flux entrants, sortants, et puis de voir quels sont les matériaux qui pourraient, ou les services qui pourraient faire l'objet de mutualisation, de partage inter-entreprises. Cet outil actif, d'ailleurs, on a tendance à le déployer à l'échelle de zones d'activité, puisque dans les zones d'activité, on a une proximité qui, de toute évidence, favorise les mutualisations inter-entreprises. Alors, on a un spectre assez large. On couvre les déchets, les achats, la formation, le covoiturage, le partage de matériel, le partage de services. Et donc, on essaie de montrer combien l'utilisation, l'identification claire des flux, ou des produits, ou des services qui sont plus utilisés peuvent faire l'objet de partage et donc un peu de frugalité dans l'action. J'aurais pu aussi citer quand même, en tout cas, je n'ai pas oublié les actions que nous menons avec l'Active Association des dirigeants responsables de l'Ouest. On a d'ailleurs participé à la création d'une plateforme de forme marketplace rapprochant la mutualisation des transferts de produits et services avec le seul. Le résultat reste assez mitigé, pour autant c'est dans un périmètre assez défini, mais ça reste assez mitigé, mais il faut œuvrer plus dans ces mutualisations. Et puis ça a été évoqué sur la dernière intervention, il y a le sujet des achats. Et plus largement d'ailleurs, le sujet des relations de l'ordre sous-traitant, on pourrait appeler ça. Donc on a créé il y a 4 ans un club stratégie d'achat avec l'ambition d'ailleurs d'agir sur ces relations. L'objectif pour nous, avec ce club qui réunit 25 grands donneurs d'ordre, publics et privés, qui représentent en 2019 à peu près 4 milliards d'achats consolidés, globalisés, donc un très bon volume. L'objectif, c'est d'anticiper sur les programmes de travaux neufs, investissements, arrêts techniques, c'est de faire connaître les politiques achats de moment aux entreprises de notre territoire. Et là, quand je parle de territoire, je parle de la région et territoire. C'est de promouvoir les opportunités d'affaires. Donc, on les a identifiées, on les présente à des partenaires de l'entreprise pour qu'elles s'y préparent, qu'elles participent. Et puis, c'est d'organiser dans une mesure des opérations de partenariat entre les acheteurs et les PME pour faire du business ou pour faire du business. In fine, notre ambition avec ce club, et depuis le début, elle est d'accroître la part des achats locaux. Nous mesurons quelle est la part d'achats locaux, je parle local, je parle région de ces entreprises, et de faire que par notre action, cette part augmente par un rapprochement de l'offre et de la demande, et puis par tout ce qui concourt à l'anticipation des PME face à ces marchés et ces opportunités de marché. Puis, sur une autre vertu d'ailleurs, ça veut dire qu'entre ces deux instances, de l'ordre sous-traitant, on va dire ça pour l'instant, on parle d'un sujet positif que sont les opportunités d'affaires et le business. Voilà. Très bien, merci. Christophe, si je vous dis achat responsable, vous me dites quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si on dit achat responsable, je répondrai peut-être par 2 mots. Le premier, je vais dire que c'est d'abord une histoire de volonté. Parce qu'effectivement, derrière les achats responsables, c'est d'abord l'envie, et Sébastien en parlait tout à l'heure, et je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, l'envie de regarder son process d'achat autrement. Si j'achète les pièces une par une, et si je compare les prix, forcément, j'ai un modèle d'achat. Si je regarde le coût complet, j'ai un autre modèle d'achat. Sébastien l'a très bien développé tout à l'heure, et je vais pas revenir là-dessus, mais c'est d'abord une envie de faire. La deuxième envie, c'est aussi d'acheter plus global. Je vous prendrai juste un petit exemple, malheureusement, d'un adhérent qu'on a perdu. Et qu'on a perdu pourquoi? Parce que l'entreprise a simplement été liquidée. C'est une entreprise qui était à Carquefou, qui n'était pas très loin d'ici, qui effectivement, pendant des années, une entreprise qui n'avait pas 5 ans d'existence, qui avait plusieurs dizaines d'années d'existence, qui effectivement fabriquait des outillages, les mettait en place et les maintenait. Et à un moment donné, leur client principal a fait le choix d'aller fabriquer l'outillage en Espagne et de les appeler uniquement quand il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas ou quand il fallait mettre l'outil en place. Forcément, c'est toute une part de l'activité de l'entreprise qui a périclité. Si je fais une petite parenthèse avec l'effet du réseau et l'impact du réseau derrière,
c'est qu'effectivement, derrière, il y a eu un mouvement de solidarité qui s'est monté autour de cette entreprise-là. Alors déjà, parce que tous les salariés quasiment de cette entreprise ont été replacés dans des entreprises du réseau, y compris dans des équipes d'ailleurs. Et puis, on a certains de nos membres qui, comme effectivement ECA, qui à un moment donné a fait appel à cette entreprise-là pour essayer de redonner du business. Mais le mal était déjà un peu trop profond pour pouvoir sauver la situation de l'entreprise. Malgré tout, l'entreprise, elle vient d'où? Elle vient d'un changement d'achat. Parce qu'on est passé sur un mode cherry picking, on est passé sur un mode j'achète juste un petit bout de la prestation, le bout peut-être à plus forte valeur ajoutée, le bout complexe qui nécessitait d'avoir une entreprise locale. Et puis tout ce qui ne nécessite pas l'entreprise locale, je vais l'acheter ailleurs. Puis comme ça, l'entreprise disparaît. Ça, c'est déjà un premier sujet, c'est la volonté. Le deuxième sujet, et le mot ne vient pas de moi, il vient de, alors j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le citer, hein, il vient de François Caban qui en parlait il y a à peu près un an à Business Industrie à Saint-Nazaire, qui disait aujourd'hui nos fournisseurs, nos sous-traitants, on ne souhaite plus les appeler fournisseurs, on ne souhaite plus les appeler sous-traitants, on a envie de les appeler des partenaires. Et je pense que ça, c'est le deuxième terme qui va derrière. Alors, on doit s'en féliciter parce que François Caban n'est pas resté juste au mot, puisqu'effectivement, Néopolia, un certain nombre de ses membres a signé des engagements avec General Electric sur des marchés assez significatifs et des marchés de longue durée. Donc ça, on doit s'en féliciter et c'est quelque chose d'important. Et ce sont des marchés sur lesquels on était en compétition avec les Espagnols, avec les Chinois et d'autres entreprises, d'autres pays low cost. Donc ça veut dire que quand on veut, on peut. Ça, c'est une certitude. Ça veut dire que quand on s'inscrit dans un vrai partenariat industriel, on arrive à trouver des solutions. Parce qu'en France, on a, Sébastien nous dépeignait une image de l'industrie française. Et ce qu'il ne faut pas oublier dans l'industrie française, c'est qu'on a quasiment les meilleurs rendements au monde, on a quasiment la meilleure capacité à produire de la qualité rapidement et efficacement. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que les rendements sont bons, nos capacités à bien faire, ça, dans l'industrie française, on sait faire. Et effectivement, aujourd'hui, ça se reconnaît où? Sur les produits à forte valeur ajoutée. Et pourquoi on ne serait pas capable de le faire sur des produits à plus faible valeur ajoutée? Donc ça, c'est une première chose. Le partenariat, ça veut dire quoi? Partenariat doit être réciproque. Hein. Et ça, effectivement, c'est un point qui est quand même important. Quand on parlait définition de l'achat responsable, en face, il doit y avoir aussi vente responsable. Parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui se disent locales, et on l'a connu sur un marché TP, justement, il y a quelques mois en arrière, où une des entreprises qui candidatait sur une entreprise de TP, qui candidatait sur un marché, nous a dit, moi, j'aimerais bien avoir un courrier de Néopolia pour expliquer que, effectivement, je suis bien entreprise locale, et ce n'est pas parce que j'ai juste une boîte à lettres, c'est parce que mes salariés sont locaux. Et je ne vais pas faire sous-traiter 80% de mon marché étranger, et dans des pays low cost. Donc ça, c'est déjà un premier point important. Donc derrière l'achat responsable, il y a effectivement cette notion de vente responsable. Et l'achat responsable, il va reposer sur une chose essentielle, c'est la visibilité qu'on va donner à nos industriels sur les marchés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un achat responsable, pour acheter local, il faut aussi que le local soit capable de répondre par son outil, par ses capacités de production. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des entreprises, quand on a vu avec la crise, certaines entreprises se retourner vers le marché local et demander à une entreprise qui produisait 5 000 pièces par an d'en produire 10 000 du jour au lendemain, l'entreprise n'est pas en capacité de le faire. Elle n'a pas les ressources humaines, elle n'a pas les outils, elle n'a même pas l'entrepôt pour pouvoir, ou l'atelier pour pouvoir mettre ces outils-là. Même si elle le voulait, elle ne le pourrait pas. Parce que c'est trop rapide, c'est brutal. Alors si on s'était inscrit dans un partenariat local depuis des années, cet investissement progressif, on l'aurait fait. Et des exemples comme ça, on en a d'autres. On en a plein sur Carquefou, il y en a quelques-uns. Et il n'y a pas besoin d'aller loin pour voir ces entreprises qui ont réussi à grossir. Le marché General Electric, dont je parlais il y a 5 minutes, c'est exactement ce qui est en train de se faire, qui est en train de se fabriquer. On a travaillé pendant 1 an et demi avec les acheteurs de l'entreprise pour construire ce cahier des charges, pour construire cette solution industrielle. Ils ne nous ont pas pris juste pour nos beaux yeux. Hein. Ils nous ont pris parce qu'effectivement, on avait été capable de répondre de manière compétitive à un marché et de se positionner de manière compétitive, à la fois en qualité, en délai, face aux autres offres étrangères dont ils disposaient. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est construit avec eux. Et c'est quelque chose qui va se construire dans la durée. Et derrière, ça va nous permettre quoi? D'investir sur les outils, d'investir sur le retour d'expérience, parce que c'est aussi ce qui va nous permettre d'être plus compétitifs. On parlait du marché des EMR aujourd'hui. Notre principale faiblesse aujourd'hui sur le marché des EMR, elle est où? Elle tient au fait qu'aujourd'hui, on se retrouve face à des marchés qui sont passés, où on nous demande des retours d'expérience.
Nos entreprises, ici en local, ça fait 10 ans qu'elles attendent le premier marché éolien, le premier parc éolien. Ça fait 10 ans qu'elles attendent pour pouvoir aller montrer ce qu'elles savent faire. Et aujourd'hui, on se retrouve en compétition avec des Danois, avec des Hollandais, avec des Anglais qui, eux, ont déjà construit. Donc, c'est là où il est important de trouver une entreprise, et je recite General Electric encore une fois, qui nous a effectivement confié ce marché-là. Mais on a dû se heurter à effectivement ce manque de retour d'expérience. Et le retour d'expérience, il a deux vertus. La première, c'est l'optimisation de la production dans son process industriel, mais c'est aussi l'optimisation des coûts. Parce que quand on produit pendant des années, au bout d'un moment, on sait comment l'améliorer, on sait améliorer le process, on sait améliorer les outils, on perd moins de temps parce que les personnels sont mieux formés et sont plus efficaces dans leur façon de produire. Et forcément, ça a un impact sur les coûts. Et j'en viens à ce dernier point, et j'ai vu qu'il y avait une personne de l'UIMM qui était présente. Un autre point qui va devenir essentiel et qui est essentiel dans ce partenariat dont on parle sur les achats responsables, c'est la formation. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau marché, on parle du public, on parle de l'hydrogène, on parle de tous ces sujets-là qui sont des vrais sujets pour demain. Par contre, il va falloir qu'on ait les techniciens pour aller travailler dessus. Il va falloir qu'on ait les opérateurs pour aller travailler dessus. Et ça, aujourd'hui, c'est un des points sur lesquels, si on a de la visibilité sur ces marchés, si aujourd'hui, moi, je sais dire dans 5 ans, dans 10 ans ou dans les 10 ans, il faut que je produise tant de véhicules hydrogène, tant de réservoirs hydrogène, tant de bateaux véliques, on sait que derrière, on peut faire appel à des organismes pour monter un vrai programme de formation. Pour demain, pas avoir 10 personnes qui soient formées, mais 100, 200, 300, 500 personnes. Et ça, c'est un vrai enjeu pour notre industrie. Ça, c'est évident. Donc voilà, quand on parle d'achat responsable, je pense que je résume avec les deux mots, volonté et puis le partenariat. Ok, très bien, merci Christophe. Avant de repasser la parole à Nicolas pour la vision du médiateur sur le sujet, est-ce que Valérie, Sébastien, vous voulez donner votre point de vue de dirigeant sur ce sujet des achats responsables? Est-ce que ça évoque pour vous? Alors, ça évoque une préoccupation personnelle et puis qui se traduit dans la manière dont on dirige nos entreprises, évidemment. On ne peut pas diriger l'entreprise sans tenir compte du contexte, de l'exigence de la société, de nos jeunes, de ce qu'ils exigent de nous aussi, puisqu'il nous faut bouger. Ils nous obligent à questionner nos pratiques et à les faire évoluer. Et puis on parlait des RSE et de formation, et donc d'attractivité, etc. C'est clair que si on ne fait pas évoluer nos pratiques vers un mode de construction plus vertueux, plus respectueux de l'environnement, on n'arrivera pas pour ces jeunes qui sont hypersensibles au sujet à venir renforcer nos forces vives, à venir constituer les cadres, les dirigeants des entreprises de bâtiment de demain. Donc c'est absolument, je pense qu'à la fois individuel, les chefs d'entreprise du bâtiment, les autres, on est préoccupés, complètement convaincus de la nécessité d'évoluer vers de meilleures pratiques et à la fois ça s'impose à nous par l'exigence du public en général et de la situation aujourd'hui vers laquelle on va. Donc, voilà. Alors, nous, entreprises du bâtiment, on est assez peu producteurs, on est évidemment dépendant des industriels qui nous fournissent, très très dépendant des industriels qui on achète nos produits. On est dépendant aussi du prix du marché et puis les exigences que fixe le vendeur. Souvent, ont des exigences sur les aspects environnementaux des modes productifs, des produits qu'on met en œuvre. Et donc, ça, effectivement, ça contribue à faire évoluer le sourcing vers des produits qui sont plus vertueux, des modes de production qui sont normalisés, qui sont certifiés, etc. La réglementation sur les déchets a aussi évolué tout récemment, puisque encore peu, on devait avoir 7 filières de tri de déchets sur les chantiers. On est passé à 7 flux de tri de matière sur les chantiers, donc on trie à la source. On a la préoccupation en amont, naturellement, dans la manière de conditionner nos matériaux, etc., pour réduire le volume de ces déchets. C'est aussi un poste de charge qui n'est pas négligeable sur nos entreprises. Donc voilà, on a cette préoccupation-là. On parle beaucoup de coopération et ça semble, on verra
sur quoi on conclut, mais je pense que la coopération est tous convaincus, aussi la raison pour laquelle on est aussi ici, c'est qu'on est quand même plus fort en s'enrichissant des pratiques des autres et des savoir-faire des autres. Et c'est tout l'esprit du fédération, celle du bâtiment, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, c'est dans notre ADN de travailler, de coopérer ensemble. Et à titre d'illustration, puisqu'on parlait des réactions tout à l'heure, à l'exigence de la CCI dans ses achats sur ce volet-là, effectivement, on a créé des groupes d'entrepreneurs, des groupes territoriaux d'entrepreneurs qui travaillent de manière collaborative à la mise en place de démarches RSE dans leur entreprise. Alors, sur les déchets, ils travaillent sur le sourcing, ils travaillent sur le recrutement, sur leur marque employeur, etc. Et tout ça, ça se fait en collaboration sur des secteurs très géographiquement très restreints. On a un premier groupe qui a démarré dans le Vignoble, on a un second qui va démarrer à Méthode sur le nord de Nantes, on a un troisième qui va démarrer, j'espère, avant la fin de l'année. Et puis, voilà, c'est le fonctionnement de notre fédération, de notre réseau, c'est qu'on essaie de faire en sorte de favoriser la coopération mais très locale. On a des sections territoriales, celle du Pays de Ré, celle de Saint-Nazaire-Côte-d'Amour, le Vignoble, etc. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens se connaissant, créer du business entre eux, évidemment, on se fasse confiance, ça apporte des affaires mutuellement, mais aussi mettre en place, et ce qu'on est en train de faire sur le Pays de Ré, des actions de formation, c'est-à-dire qu'on a tous des points à convaincre les jeunes comme des jeunes de reconversion à venir vers le métier. Eh bien, voilà, on a procédé à un recensement à l'échelle du Pays de Ré des besoins en termes de recrutement de nos entreprises. On est en train de mettre en place avec les Pôle emploi, etc., des systèmes de diffusion de nos besoins et de mise en place de formation avec les TPCFA. Voilà. Tout ça, c'est le fruit de la coopération. Si on était resté chacun dans notre coin à se dire, si je n'arrive pas à recruter, voilà, on n'aurait pas été capable individuellement de monter des points de formation qui sont ambitieux, qui sont lourds, qui coûtent cher, mais en tout cas qui sont possibles parce qu'on se fédère, parce qu'on travaille et on réfléchit tous ensemble. Très bien. Sébastien. Alors, moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est une chose simple sur l'achat. Déjà, que soient respectées les règles d'achat. C'est-à-dire que quand on met des exigences dans le cahier des charges, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient de précompte, qu'elles soient appliquées. Déjà, ça va éliminer certains achats peu responsables du circuit. Et bien évidemment, ramener les achats en France. Je reviens toujours là-dessus plus complet. C'est simplement une chose, c'est que les règles soient respectées. Quand un donneur d'ordre dans son cahier des charges doit contrôler les règles sociales, eh bien, que les règles sociales en Chine soient contrôlées. Si elles ne sont pas contrôlables et si elles ne sont pas appliquées, dans ce cas, ça ne peut pas t'acheter. C'est possible. Donc, c'est déjà une base de choses, mais dans bien les problématiques françaises, c'est respecter les règles et contrôler que les règles soient respectées. Déjà, rien que ça, je pense que ça va résoudre 50% du problème. La deuxième, paradoxalement, quand nous sommes dans des produits à forte valeur ajoutée, dans les matières spéciales, nous avons une industrie qui produit. Je prends l'aluminium, par exemple. Les aluminiums spéciaux sont faits en France. Dans la sidérurgie acier, les aciers spéciaux sont faits en France. Donc, nous avons toujours ces industries lourdes, mais elle s'est orientée sur la valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, on ne pourra pas contrer cette marge de l'extrême cost, enfin, du moins pas en totalité. Donc, il faut construire une industrie ou construire une valeur ajoutée dans ce pays et la maintenir. Le seul problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, il faut l'aider et toutes ces aides sont absorbées par les donneurs d'ordre. Je prends l'exemple d'un pays qui sait très bien le faire, qui est le Canada. Le Canada, quand le Canada soutient son industrie, il le fait au niveau des PME et des ETI. Il le fait jamais au niveau des groupes. Les subventions et les aides ne sont attribuées qu'à ces catégories d'entreprises. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, en France, on aide l'industrie, mais qui en fait est celle qui achète ailleurs. Donc, en gros, ça ne fait pas notre industrie. Donc ça, je pense que c'est une règle de base. Et dans la question, bien évidemment, de cette industrie montante, il faut des bras, des cerveaux. Le problème qu'on a, c'est la fleur en boulot, tous. C'est que ça soit un cariste ou un ingénieur, c'est un réel problème dans tous les métiers. Et qu'aujourd'hui, l'industrie ne séduit plus. Et à une époque, on appelait ça les sans la graisse. Si vous vous souvenez de ce terme-là, bah, c'est toujours un peu vrai. Vis-à-vis de l'extérieur, c'est plus sympa de dire que je suis dans une banque que je suis dans un fabricant de capuchons, de bouteilles. Donc, il y a une problématique aussi d'image de l'industrie. Mais aussi, on la cultive par le fait qu'elle soit toujours en déconfiture complète et que globalement, ça ne donne pas envie. Donc,
Un peu moins vrai aujourd'hui. Un peu moins vrai, mais Depuis celui-là, 6 mois. non, non, mais on a Juste, aussi inversé un Je peu vais les mettre choses. un petit peu de note de positiviste, parce que même s'il y a ça, il y a j'ai deux points. Non, c'est vrai. Il y a 2 points importants. L'un déjà, c'est qu'on a une réglementation européenne qui impose en fait que, et c'est très important, parce qu'on a fait beaucoup de lobbying tous depuis des années là-dessus, avec toutes les associations qui travaillent sur l'achat responsable, etc. Enfin bon, et il y a une règle qui s'impose, c'est l'objet. C'est chiant, mais c'est l'objet. Ce qui fait d'ailleurs que Nantes Métropole, qui a été très précurseur sur la mise en compte de critères RSE et de proximité dans ces appels d'offres, c'était retoqué, entre autres par des gens locaux. On a fait jurisprudence chez nous. On a été dans les premiers à essayer de travailler là-dessus. Et c'est une entreprise locale dans l'imprimerie qui a fait bloquer ça et donc qui depuis sert de, malheureusement, dans les jugements pour effectivement casser des marchés qui ont été faits dans lesquels les critères RSE étaient attribués. Et puis, il faut dire aussi quand même, parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Il y a 5 ans, on arrive à la Chambre de commerce et d'industrie, là, et on parle de RSE à l'intérieur de la CCI. C'était compliqué. Souviens-toi des discussions, RSE, etc., mais les gens. Et de fait, on a commencé à mettre des critères RSE et je me suis fait monter dessus par un certain nombre de personnes du territoire et d'entreprises qui disaient « Ouais, déjà c'est dur, mais si en plus il faut qu'on investisse dans la RSE ». C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Je crois qu'on a le rapport du GIEC qui vient de sortir, il y a une compréhension, on a une sensibilité qui accroît, on voit des débuts de relocalisation d'industrie sur notre territoire. Je dis bien début de relocalisation, on n'est pas sur des tendances massives, on n'est pas en train de rapatrier, mais on s'aperçoit que, oui, produire en Chine, c'est bien, mais quand la Chine dit « j'arrête de te servir », elle arrête de te servir. Et donc, ça pose des problématiques. J'ai discuté hier avec une personne de Waterman, belle usine. Je rappelle que c'est la seule usine Waterman en Europe. Toutes les autres sont parties en Chine. Et elle est maintenant, et j'avais la confirmation, plusieurs dizaines de pourcents de croissance chez Waterman sur cette année 2021. Incroyable, après des années de récession. Ça repart, c'est très, très, très intéressant. Il y a plus de 400 emplois à Nantes sur le sujet. Donc, on a des indicateurs qui disent, ça y est, il y a des choses qui font. Et puis, il y a eu la crise, et on a parlé par rapport à ce que tu viens de dire, et je partage sur le fait qu'on n'a pas de Small Business Act en France, et on en aurait besoin. Bon, ça dépasse un peu. Là, j'ai envie d'appeler tout le monde à faire un lobbying unifié. On travaille tous ensemble pour être ensemble. Là, c'est favoriser le fait qu'il va y avoir les élections présidentielles l'année prochaine. Et c'est là que ça se passe. Comment on force et comment on joue sur l'Europe pour qu'on bouge les choses, comme ça a été annoncé il y a quelques jours. Vous savez que la loi climat française va obliger à ce que dans les 5 ans, on puisse intégrer des règles, effectivement, et des éléments qui touchent à la réduction des gaz à effet de serre dans les appels d'offres. Donc, on va, nous, société responsable, mais c'est long, 5 ans. Et donc, il y a une partie de lobbying, il y a une partie travailler ensemble, il y a une partie de sensibilisation, et les 6 derniers mois, enfin l'année qui vient de passer, a amené à ce qu'on se dise « merde, on va perdre notre industrie ». Parce que c'est la crise sanitaire va avoir un impact, en fait elle a un impact quasi neutre, en vrai, sur une immense majorité des entreprises, parce qu'on a eu un effet matelas avec l'État qui nous a beaucoup aidés, et là on a un effet rebond qui est très fort, qui pose d'autres problématiques. Approvisionnement, évidemment, personne n'a approvisionné pendant 1 an, enfin beaucoup moins, et tout d'un coup, pof, tout le monde relance, donc loi de l'offre et de la demande, explosion des prix, et puis concentration de la matière, et les usines chinoises, tu l'évoquais, ne peuvent pas se mettre à reproduire plus que ce qu'elles pouvaient faire, on ne peut pas créer des usines comme ça pour relancer. Donc, on a cet effet de hausse de matière qui va mettre des mois et des mois à se descendre, qui se régulera à un niveau qui est difficile d'anticiper ici. En tout cas, on peut se dire que jusqu'à la fin de l'année, au moins, on aura des difficultés d'approvisionnement parce qu'il faut que le marché se régule. Tout ça est extrêmement systémique et complexe, n'empêche, pendant 1 an, on a dit l'industrie c'est bien, l'industrie c'est beau, on a soutenu, on a fait des plans de relance là-dessus, on a organisé tout un tas de webinaires ici, dans le cadre de plans de relance, etc., avec vous étiez un certain nombre de présents, pour pouvoir relancer. Donc, petite note d'optimisme sur l'industrie. On était à la Carène, il y a quelques jours, là, donc à Saint-Nazaire, et où on avait Louis Gallois qui était présent et qui a fait, vous étiez quelques-uns aussi présents là-bas, et qui était Industry First, etc. Oui, alors je ne sais pas si c'est first ou pas first, mais on a un rôle dans les tâches, puisqu'on se dit comment on fait de l'achat. Je crois que c'est notre rôle d'économiste, de chef d'entreprise, de pouvoir se dire ouvrons nos entreprises,
allons dans les écoles, allons intervenir, racontons des histoires, comment ça se passe, faisons visiter nos usines en montrant que ce n'est pas non plus la catastrophe. Et on a ce rôle-là, je crois qu'il faut le prendre en se disant qu'on va avoir 2 grands axes à faire, 3. Un qui est notre rôle d'aller dans les classes de 4e, 5e, 4e, 3e. Ça veut dire prévoir ce qui va se passer sur 5 ans et tout de suite, parce qu'il faut anticiper. En même temps qu'on attaque une partie où il faut qu'on invente, et je sais qu'on travaille avec tout un tas de personnes. J'étais hier avec l'UIMM Commence, on crée des écoles industrielles, il faut qu'on le fasse avec le bâtiment, il faut qu'on le fasse aussi dans les fonctions liées à la restauration. Il y a des gros problèmes sur ce genre de restauration pour réussir à faire. Donc, peut-être pas de diplôme traditionnel comme on fait avec des formations en 1 an, 2 ans, 3 ans, mais être capable de former sur 6 mois des gens qui vont être opérationnels. Parce qu'en même temps qu'on traite le fond, il faut qu'on traite l'instantanéité des problématiques. Ça, c'est une problématique sur laquelle on peut travailler maintenant tous ensemble. Et tu l'évoquais, il faut qu'on travaille vraiment tous ensemble pour mettre nos moyens et dire je donne un peu de mon temps, je donne un peu de mon ingénieur, je donne un petit peu moi de mon rôle de chef d'entreprise pour pouvoir participer à ces formations, pour qu'on fasse des formations réellement opérationnelles, qu'on prête nos machines dans nos boîtes, parce qu'on n'est pas capable de pouvoir mettre en place les moyens nécessaires pour construire des centres de formation aussi équipés qu'il le faudrait aussi rapidement. Donc, mettre en place ces formations-là, et en même temps, on a un grand rôle, et ça, la Chambre de commerce et d'industrie, entre autres, les fédérations professionnelles aussi, toutes, à travailler à rendre nos, responsables de nos achats. Parce qu'il y a un travail d'acculturation énorme à faire, énorme au niveau des acheteurs. Donc, au niveau des acheteurs pour dire, oui, tu achètes du prix parce que tu vas faire 3 ans à ton poste d'achat et moins tu auras acheté moins cher, ils sont fous de ce que ça va faire, puisque de toute façon je suis là pour 3 ans, après je serai ailleurs, etc. Et donc il y a cette logique de responsabilisation sociale et sociétale, et ça c'est un travail qui est hyper important, et pour le commencer, il faut qu'on le fasse et qu'on mette les piqûres à l'intérieur de nous, chefs d'entreprise, et de tous nos ressortissants, pour essayer de faire en sorte qu'on intègre le fait de l'impact que notre petite action individuelle au niveau de nos achats responsables, quand je construis mon bâtiment, qui le fait? Où est-ce que je vais? Est-ce que j'accepte de dire je construis en prenant des entreprises qui sont obligatoirement à moins de 50 km du lieu où je construis? Qui fait ça aujourd'hui? Quand j'achète mes panneaux photovoltaïques, est-ce que je source sur du panneau chinois ou est-ce que je source un peu plus cher sur du panneau qui est fabriqué à Machecoul? Est-ce que etc. Et donc, cette démarche-là, c'est une démarche de sensibilisation que l'on doit tous avoir. Et je crois que si on est dans des moments comme ça, c'est là où on peut se dire, ouais, tiens, on peut avoir cette petite action ici. Et peut-être après, mettre en avant les gens qui le font au départ. Ça fait un peu, je ne sais pas quoi, local washing. À un moment donné, il faut qu'on montre ce qui se passe pour pouvoir avancer. Et puis, dernier point, on a des initiatives. Et là, chance d'avoir Neopolia qui est ici, qui sont des initiatives exceptionnelles de travailler ensemble. Je crois que l'une de nos forces du territoire de Loire-Atlantique, peut-être un petit peu moins forte que celle de Vendée, donc c'est bien qu'il y ait de plus en plus de Vendéens chez Neopolia, il faut dire ça, c'est que le travailler ensemble, ça veut dire aussi se soutenir quand on va moins bien. Ça veut dire que quand il y a une boîte qui a des difficultés, les copains se mettent autour et aident plutôt que prendre. Donc, aider plutôt que prendre, c'est une démarche là. Et ça, des associations comme Neopolia, c'est des groupements d'entreprises qui se génèrent pour faire dans une logique d'organisation et de travail en commun au service de réponse à des commandes plus importantes. Je crois que ça fait partie des pistes globales, parce que là aujourd'hui il y a quelques domaines qui sont, mais sur lesquels on peut avancer et travailler ensemble pour être plus performants, plus locaux, et donc favoriser notre emploi sur le territoire et créer de nouvelles envies de pouvoir rejoindre, parce qu'il y a des belles histoires à raconter. Je n'ai pas envie de dire ça. Merci. Un petit dernier point, c'est qu'on constate aujourd'hui, alors qu'on ne constate pas dans d'autres pays étrangers, surtout l'Allemagne et l'Italie, c'est qu'en France, on a les entreprises ont beaucoup de mal à avoir accès au financement dans le sens bancaire, genre de choses. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la CAPEX, l'investissement, est souvent un frein en France parce que difficulté d'avoir de l'accès à ces financements. Je prends par exemple une activité de véhicule autonome industriel pour la logistique, qui est un produit justement qui est très européen, qui est destiné justement à combattre la problématique du coût de masse salariale dans le. Eh bien,
paradoxalement, ce sont des pays Europe de l'Est, États-Unis, des pays qui, aujourd'hui, n'ont pas une contrainte de l'investissement, de la CAPEX, du fait de pouvoir profiter d'une manne financière. Et ça, on le retrouve, c'est très français. Il y a un engouement sur les produits, sur ces nouvelles technologies, mais il y a ce frein de « Ah, il faut que je mette $1 million d'euros sur la table. En coût complet, je vais gagner 20% sur mon coût d'exploitation, mais pour gagner 20%, il faut que je dépense 1 million. Et le million, je ne l'ai pas. » Et ça, Après, est-ce que les évolutions qui impactent aussi le secteur financier, puisque un certain nombre notamment de règlements européens, vont conduire les établissements financiers à orienter davantage les flux vers des financements à impact, est-ce que ça ne peut pas favoriser des évolutions d'outils quand vous arrivez à démontrer qu'en tout cas le nouvel outil que vous souhaitez acquérir va participer à une démarche RSE d'amélioration d'une performance globale ou en tout cas d'un meilleur coût complet. C'est peut-être des discussions à avoir avec ce virage aussi qui impacte le secteur financier dans l'orientation de leurs flux. Aujourd'hui, c'est le constat qu'on fait, et on le fait dans le multi-industrie, dans l'aéronautique par exemple, les gens qui font des pièces, ils ont besoin d'être plus compétitifs, donc d'investir des moyens plus productifs, et le blocage, il est à chaque fois sur la décision. C'est vraiment, on retrouve ça dans plein d'industries diverses. Peut-être quelques éléments, si vous le voulez bien, et je vous écoutais avec attention. On a déjà peut-être des outils sur lesquels on pourrait échanger si ça vous semble opportun et voir si ça correspond aussi par rapport à vos attentes. Le premier, tout d'abord, je souhaitais rebondir sur ce que vous aviez dit, madame, sur la situation de la crise actuelle. Dans le BTP qui continue et qui constitue toujours un caractère d'urgence. Donc, celles et ceux qui souhaitent nous saisir, bien évidemment, à votre écoute, quelle que soit la taille d'entreprise, médiateurdesentreprises.fr, c'est un dispositif qui est gratuit, confidentiel et qui est à l'écoute de chaque acteur économique. Donc, c'est vraiment un outil public opérationnel qui est, par rapport à toutes les tensions qui pourront être présente dans les semaines encore et dans les mois à venir. On sera toujours à vos côtés pour ça. Deuxième aspect, on est en train de mettre en place une médiation de filière dans le domaine du BTP, justement, pour faire de la co-construction avec l'ensemble des acteurs de la filière sur les bonnes pratiques et tirer aussi des leçons de ce qui est en train de se passer en ce moment pour prévoir d'éventuelles difficultés ou crises. Donc ça, c'est vraiment un outil sur lequel on espère vraiment, en ayant la chance d'avoir tous les acteurs de la filière autour de la table, créer des dispositifs de dialogue qui seront pérennes et permettront d'amortir de prochaines crises et déjà de dépasser celle qui est là actuellement. Et puis pour revenir sur les achats responsables, vous le savez peut-être, on a mis en place un certain nombre d'outils avec le Conseil national des achats depuis quelques années maintenant, à travers à la fois une charte relations fournisseurs responsables qui est signée par plus de 2000 acteurs économiques aujourd'hui, publics et privés, qui énonce une dizaine de grands principes, et notamment celui de la responsabilité territoriale. Et nous avons également mis en place un label relations fournisseurs et achats responsables, qui permet justement aux entreprises qui sont volontaires et aux acteurs publics qui sont volontaires de s'inscrire dans une démarche qui va être auditée, évaluée tous les 3 ans. Et on a vraiment eu le souci à travers ce label d'être au juste milieu entre performance et meilleures pratiques. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a un enjeu culturel sur les achats. Il y a un enjeu de transformation des comportements, et je vous rejoins tout à fait là-dessus, sur le fait qu'effectivement, à un moment, il faut pouvoir évaluer ce qui est dit. Et c'est très important, selon nous, d'avoir des outils qui vont nous permettre effectivement de mesurer concrètement un certain nombre de bonnes pratiques sur lesquelles il y a encore beaucoup de recherche. Je vous rejoins tout à fait, nous on pousse énormément sur le TCO, le coût d'achat complet. Et effectivement, il y a encore des recherches pour dire mais c'est quoi, comment, etc. Et il y a des visions, c'est toujours une vision qui est en construction. Donc nous, là-dessus, on est aussi là pour permettre de travailler avec notamment ceux qui sont labellisés et ceux qui souhaitent le devenir sur ces pratiques, et on émet un certain nombre de bonnes pratiques pour pouvoir dire voilà ce que c'est un coût complet, quelles sont les logiques liées à la responsabilité territoriale. Donc on a aussi cette originalité, outre le fait d'évaluer à travers des tiers externes les bonnes pratiques d'achat, de faire aussi avancer le savoir-faire sur ce sujet-là. Ce savoir-faire-là, il ne peut pas être que national. Et je vous rejoins aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire nous, si on fait, mais que les autres ne font pas, où est-ce que ça nous emmène, tout ça. Donc, dès le début, on s'est dit comment est-ce qu'on peut aussi travailler sur une approche qui soit
pas que nationale. Et donc, on a énormément poussé à la mise en place d'une norme mondiale sur le sujet. On a réussi, notamment avec le Brésil, avec la mise en place d'une norme qui s'appelle ISO 20400, qui est une norme achat responsable, qui permet aujourd'hui aux entreprises qui s'inscrivent dans nos outils d'avoir l'assurance d'avoir les meilleures pratiques sur ce domaine-là et d'avoir des capacités de benchmark qui ne soient pas que nationales sur le sujet. Donc ça nous semble quelque chose qui est très important et qu'on continue à accompagner, notamment dans le cadre des travaux à venir sur la notation extra-financière et les enjeux de carbonation dont on a parlé. Le label aussi doit être évolutif, c'est-à-dire que les enjeux RSE, qui sont extrêmement complexes, ne cessent sans arrêt d'évoluer, de créer de nouvelles attentes, mais qui là aussi doivent être à l'équilibre avec la performance économique. Donc on a beaucoup travaillé, par exemple, sur les enjeux liés à la corruption, par exemple, c'est aussi de la RSE. On travaille énormément sur les enjeux liés aujourd'hui à un achat qui soit partagé. Dans une crise actuelle, on voit bien l'importance, par exemple, de la visibilité. Nous, on insiste beaucoup là-dessus sur les bonnes pratiques pour donner de la visibilité à son écosystème, notamment en cas de crise, et dans celle qu'on traverse actuellement, je crois que c'est très important. Et puis, permettre d'intégrer de nouveaux enjeux. Je vous ai dit, on va travailler, nous, sur les enjeux de carbone qui viennent de plus en plus prégnants pour avoir des bonnes pratiques mesurables sur le sujet, et là aussi permettre une diffusion la plus large possible sur des pratiques sérieuses dans le domaine, et pas que juste des effets d'annonce. Donc, on est assez vigilant sur ces sujets-là. Dernier point, je crois qu'effectivement, la massification des achats, c'est une réalité qu'on voit tant du côté des acheteurs publics que des acteurs privés. Ce n'est pas la seule réalité, mais c'est une des réalités qu'on constate. Et je pense qu'effectivement, des démarches comme Neopolia sont des démarches extrêmement utiles pour justement créer des effets de volume qui permettent de répondre là aussi de la part des PME et des TPE à des marchés qui sinon risqueraient de glisser et d'entraîner certaines PME et certaines TPE plus loin dans la chaîne de valeur. Donc c'est effectivement des dispositifs sur lesquels, côté médiation, on est extrêmement favorable aussi, parce que ça permet aussi de continuer à créer des dynamiques de contact entre grands donneurs d'ordre et tissus économiques. Voilà, je voulais juste préciser ces quelques points sur ces interrogations liées aux achats responsables. Je pense qu'on a vraiment le souci d'être opérationnel sur le sujet. Donc, si ces problématiques de chartes qui sont accessibles, j'insiste, pour toute entreprise, on a beaucoup travaillé avec les grands donneurs d'ordre, mais on l'a rendu accessible à toute entreprise, même TPE. On est à votre écoute par rapport aux échanges que vous aviez pour pouvoir travailler avec vous sur ces beaux sujets et qui sont des enjeux clés de compétitivité des entreprises françaises. Donc, à votre écoute si vous le souhaitez. Merci. Écoutez, on approche de l'heure de fin. Est-ce que dans les participants, vous avez des questions? La parole est à vous, ceux qui le souhaitent. Alors, dans la salle, pas de questions? Non? Oui. Peut-être une question, monsieur. Bonjour à tous, Isabelle Ménon, je dirige l'entreprise My Marché Public que j'ai créée il y a 5 ans. Donc, j'accompagne des dirigeants qui répondent aux appels d'offres qui se positionnent sur les marchés publics. Donc, une question, une préoccupation. Aujourd'hui, on a parlé de l'achat public. Donc, effectivement, comment concrètement les acheteurs publics vont aujourd'hui intégrer dans leur marché à la fois cette tension, cette pression qui pèse sur les entreprises. Donc, tant du point de vue, on a parlé du délai, mais il y a aussi la question du prix, la question de la logistique. Donc, certes, il y a eu des ordonnances, il y a eu quelques dispositions qui ont été prises. Hormis la surveillance, effectivement, de certains acheteurs qui, heureusement, en tiennent compte. Comment aujourd'hui, concrètement, dans le marché, dans le cahier des charges, dans les CCAP, vont être intégrés l'ensemble de ces éléments. Ça, c'est une préoccupation, d'autant que dans les entreprises, on sait bien, nourrissent aujourd'hui de craintes à répondre aux appels d'offres, notamment craintives sur les aspects juridiques, parfois, qui sont importants dans le marché, les aspects contractuels. Donc, c'est vrai que ces difficultés dont on a parlé aujourd'hui ne vont pas pousser les entreprises, ne vont pas les encourager à répondre. Elles sont déjà assez craintives de se positionner. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, savoir quelles sont vraiment les garanties que vont apporter les acheteurs publics par rapport aux marchés qui sont lancés actuellement et qui vont être lancés aussi dans ce prochain. Je peux peut-être, sauf s'il y a une autre personne qui souhaite intervenir,
réagir sur ce sujet. Il y a vraiment des efforts côté achat public sur le sujet. On en a parlé à travers notamment l'exemple que vous avez apporté, monsieur, sur la CCI, de contact, de prise de contact entre entreprises et acteurs publics. Nous, on a notamment beaucoup poussé côté entreprise et acheteurs publics, notamment à travers un petit guide qui s'appelle « Chef d'entreprise oser la commande publique » qu'on a notamment fait avec le MEDEF et d'autres partenaires, UDP, CPME, pour justement montrer quelles sont toutes les sources de contact possibles avec les acheteurs publics, et notamment à travers le sourcing, qui a été énormément facilité ces dernières années, et qui vous permet, en tant qu'entreprise, d'être en contact avec des acheteurs publics pour les sensibiliser à votre offre, à vos savoir-faire, et à ce que vous pouvez apporter à un acheteur public aujourd'hui. Et ça vous permet aussi de comprendre quelles sont leurs attentes. Et ça, je crois que c'est extrêmement précieux, parce que ce n'était pas forcément vrai il y a plusieurs années. Et qu'aujourd'hui, un acheteur public sait qu'il peut le faire, et donc on l'encourage à le faire, pour qu'il puisse comprendre quels sont les atouts compétitifs des entreprises de son territoire. Les élus, notamment, ils sont de plus en plus sensibles, et donc les acheteurs publics ont envie de faire un effort, souvent en liaison avec leurs élus, sur ces sujets-là. Donc je pense qu'il y a tout intérêt à créer un dialogue sur ces sujets, et en profiter pour capter aussi les enjeux qui sont les leurs en termes de réglementation ou de limites. Et donc, je peux vraiment que vous encourager pour justement vous assurer de la bonne adéquation entre votre offre et les acheteurs publics, à échanger avec ces acheteurs publics à travers soit des tiers ou des plateformes qui sont de plus en plus nombreuses, soit directement en tant que de besoin. Voilà, je crois que c'est aujourd'hui une des réponses possibles pour avoir des informations de première main sur la manière dont les acheteurs publics envisagent leurs achats. Ok, merci. Une dernière question éventuellement? Éventuellement, si on a 4 secondes, moi j'aurais bien aimé rajouter un point sur le dernier élément dont on parlait tout à l'heure, et ça rejoint un petit peu l'intervention publique sur les marchés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a Enfin, c'est une réussite collective. L'achat responsable, c'est une réussite collective, dont on parlait tout à l'heure, et très juste titre. Hein. Et quand on parle de l'accès au financement, c'est un point quand même essentiel, parce que parfois, on a des clients qui, effectivement, nous confient, sont prêts à nous confier un marché, public ou privé. Et derrière, on a effectivement du financement à mettre en place pour investir, mais aussi parfois des garanties à mettre en place. Et très concrètement, aujourd'hui, auprès des établissements bancaires, aujourd'hui, alors c'est leur marché et c'est leur entreprise, et on ne va pas les critiquer là-dessus, mais aujourd'hui, un établissement bancaire, ce qu'il va regarder, puisque l'argent n'est pas cher aujourd'hui, ce qu'il va regarder, c'est sa prise de risque. Et effectivement, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une forte limite, une forte limitation des accords de financement. Alors, pas tant sur le financement en tant qu'investissement, parce qu'il y a un bien derrière, sur lequel on peut se financer en cas de problème, mais les garanties, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, pour être très concret sur certains marchés qu'on prend, si on n'a pas le soutien de la région, le soutien de l'État, les garanties, on ne les a pas. Là où d'autres marchés, d'autres pays sont capables d'aller mettre ce qu'il faut en place, et par des établissements bancaires, et je pense à la Chine en particulier. Donc ça, c'est un vrai gros sujet dans l'achat responsable aussi. Et aujourd'hui, clairement, s'il n'y a pas l'intervention publique derrière, très compliqué d'obtenir des garanties. Après, on n'est pas à l'abri, et on en connaît, hein, heureusement, on en bénéficie aussi, d'un établissement bancaire qui décide de faire confiance et d'y aller. Ouais. Je rejoins l'idée de la volonté tout à l'heure, mais ça reste des exceptions aujourd'hui. Ok, merci. Bien écoutez, on arrive au terme de cet atelier. Je vous remercie tous donc pour votre participation, pour cette animation et vos réflexions. Donc, si on devait répondre à la question initiale, est-ce qu'on peut concilier achat responsable et le contexte de crise? Je pense qu'on pourrait dire oui, mais ce n'est pas la réponse à la situation de crise, mais ça doit être la réponse dans une démarche de construction dans le temps, on l'a bien entendu. Au-delà de l'enjeu immédiat, c'est un enjeu d'avenir et de sécurisation pour l'avenir, et
et on le retiendra, l'enjeu du collectif. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on construit l'achat responsable par la démarche collective et par le recours aussi à l'aide d'interventions comme la médiation des entreprises ou des réseaux d'entreprises et les fédérations qui vont organiser cette démarche collective et quelque part la discussion, la création de confiance, le partenariat. Merci bien. On espère que cet atelier vous a plu et qu'il vous a apporté un certain nombre d'informations complémentaires pour ceux qui découvraient ce sujet des achats responsables et puis pour ceux qui voulaient approfondir un petit peu. Et puis, au niveau du MEDEF 44, on vous donnera rendez-vous le mois prochain sur une nouvelle thématique donc dédiée au développement durable. Merci bien. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci.